Salut à tous, aujourd'hui voici un nouveau format où je serai présent dans la vidéo. Je choisis ce format car c'est quelque chose qui m'a été réclamé à de nombreuses reprises et je veux pouvoir gagner votre confiance en vous exposant mes avis sur les différents produits que je présente. Rassurez-vous, la qualité des vidéos ne changera pas. Je tiens à garder une assez haute qualité, quitte à sortir moins de vidéos mais qu'elles soient mieux travaillées. Alors revenons-en à l'essentiel. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur ce Mac Studio après 3 mois d'utilisation intensive. Alors ici, j'ai le Mac Studio M1 Max dans sa version de base. Sur cette version, j'ai 32 Go de RAM et un SSD de 512 Go, un CPU de 10 cœurs et un GPU de 24 cœurs. Je vais m'arrêter là sur les chiffres car je ne veux pas que cette vidéo se base sur des chiffres sur papier mais sur des faits réels et des utilisations réelles que j'ai pu en faire. Alors pour commencer, je vais vous parler du design de ce Mac Studio. Alors comme souvent chez Apple, c'est ultra bien fini, ultra beau et élégant. Je viens d'un PC et je peux vous dire que ce n'était pas aussi élégant et aussi beau que ce Mac. Il est très léger pour la puissance qu'il embarque, le mien fait 2,7 kg, le M1 Ultra lui pèse 30,6 kg. Ce n'est pas fait pour, mais ce Mac peut être transporté facilement dans un sac ou autre de par sa taille et sa compacité. Ici, comme vous le voyez, on a un petit cube, environ 2 Mac mini superposés, mais il y a une telle puissance dans cette machine que je trouve ça vraiment exceptionnel ce qu'Apple arrive à faire en termes de compacité et d'efficacité depuis l'introduction de ces nouvelles puces. Bien sûr, Apple a toujours voulu faire des produits compacts et élégants, mais ici nous touchons quand même à un autre niveau je trouve. Alors pour la version M1 Max, elle comporte à l'arrière 4 USB-C, une prise casque 3,5 mm, 2 ports USB-A, un port Ethernet et un port HDMI 2.0. Choix que je ne comprends absolument pas de la part d'Apple, ce port HDMI 2.0 nous limite à de la 4K et c'est vraiment dommage comme choix, surtout que rien ne les empêche de passer à du HDMI 2.1, surtout pour une machine qui se veut durer dans le temps. Un choix bizarre d'Apple. À l'avant, on a 2 ports USB-C et non Thunderbolt 4 comme sur le M1 Ultra et un lecteur de carte SD. Ici, c'est la seule différence qu'on a entre le M1 Max et le M1 Ultra. Petit bémol pour le lecteur de carte SD qui n'est pas le plus rapide et plus performant et surtout qui ne peut pas lire de carte CF qui devient tout de même la norme pour les créatifs. Par contre, gros bémol, et malheureusement c'est quelque chose de récurrent chez Apple, on ne peut absolument pas ouvrir ce Mac Studio. Il n'y a aucune trappe, aucune ouverture pensée pour pouvoir de temps en temps le nettoyer et enlever la poussière qui pourrait s'y accumuler. Mais on sait que tout ça est fait pour que l'on passe par la caisse lorsqu'on aura besoin d'ouvrir ce Mac. Il faudra se rendre dans un Apple Store et payer pour une telle opération. A noter également qu'il est impossible de upgrade aucun composant sur ce Mac, tout est soudé. Techniquement, il serait possible de upgrade comme auparavant avec la RAM qui pouvait être changée, mais ici, non, tout est soudé, donc impossible de changer quoi que ce soit. Encore une fois, c'est pour nous faire passer à la caisse. Alors pour les performances, c'est le gros point de cette vidéo. Je vais vous expliquer pour moi en tant que monteur sur différents gros projets avec des fichiers caméra vraiment très lourds et très gourmands, la différence que j'ai sentie en passant sur une machine comme celle-ci. Pour vous expliquer, je fais beaucoup de montage et certaines fois de l'étalonnage avec des rushs filmés à la Red ou à la Arri. J'utilise principalement Premiere Pro et DaVinci comme logiciel de montage ou d'étalonnage. Pour comparer, je vais vous donner les specs de ma précédente tour. J'avais un i9 9900K, une carte graphique Nvidia 1060 6Go, 64 Go de RAM, 3 SSD Samsung. Ce qui je trouve était une bonne config, hormis peut-être la carte graphique qui était moins récente. Pour en revenir aux fichiers utilisés, les fichiers ARRI sont de base assez facilement lisibles et très peu compressés, ce qui aide à la lecture dans des programmes comme Premiere Pro, DaVinci Resolve. Mais avec mon PC qui était une très bonne station de montage, j'avais du mal à lire plus de 3-4 flux vidéo en simultané sur ma timeline. Rapidement, la lecture ne se faisait plus et j'avais des drop frames. Je devais souvent faire des rendus, lire ma timeline en 1/4 voire 1/8, ce qui n'est pas du tout confortable et pas du tout agréable pour travailler. Pareil, voire pire avec les fichiers RAID. Ces fichiers ont un format très spécifique et propriétaire, c'est le R3D qui est absolument horrible à lire. Ce sont des formats compressés et donc des logiciels comme Premiere Pro ont beaucoup de mal à lire correctement. Avec ce type de fichier, même en 1/4 ou 1/8, je ne pouvais pas lire plus de 2 ou 3 flux vidéo superposés. Je devais obligatoirement passer par des proxys. Des proxys, pour faire très simple et très résumé, ça va être une version de vos fichiers réencodée dans un format très compressé et qui permettra donc de travailler sur vos rushs natifs, mais avec une vidéo compressée. Ce qui aide donc à la lecture et rend le travail plus facile, mais c'est une étape et surtout c'est une étape longue. Très longue, surtout quand vous avez 1 Tera de fichiers à faire en proxy, ça peut prendre 2 voire 3 heures selon le PC et prend beaucoup de ressources. Donc autant vous dire que travailler durant cette étape, c'est quasiment impossible. Ici, avec mon Mac Studio, je n'ai pas eu à faire quoi que ce soit de tout ça et c'est là où je suis impressionné car la différence et le gap entre les deux est simplement monstrueuse. J'ai dû récemment monter un projet avec des fichiers ARRI filmés en 4K, j'avais plus de 30 flux vidéo superposés et je peux vous dire qu'il n'y avait absolument aucune drop frame. C'est juste dingue. J'ai pu bosser mon montage en 1/2 car oui, avec autant de flux, impossible d'être en intégrale. Mais avec 10 vidéos superposées, oui, il m'était tout à fait possible de prévisualiser en intégrale. Alors ici, je vous parle des fichiers ARRI qui je trouve sont bien optimisés. Pour les fichiers RAID, là je dois avouer que même ce Mac a pu avoir un peu de mal de temps à autre avec une dizaine de flux superposés. Et ce même en 1/2 voire 1/4. Par contre, ça restait toujours lisible contrairement à mon PC qui à un moment n'affichait même plus l'image tellement le calcul était difficile pour lui.
Et surtout, j'ai pas dû passer par la case proxy, ce qui me permet de gagner des heures et des heures sur un projet comme celui-ci. Pour les exports aussi, j'ai gagné en temps et de manière vraiment impressionnante. Ici, pour un projet qui dure 4 minutes avec du fichier ARRI, mon export final est en 4K 422 ProRes HQ. L'export a duré 2 minutes 11. C'est vraiment un réel gain pour moi, même si je fais pas 5 exports par jour, sauf dans certains cas, mais c'est assez rare. Pouvoir exporter si rapidement des fichiers si lourds est une réelle prouesse, je trouve. Bien sûr, je vous parle toujours en comparaison avec ma cour, car moi, c'est mon seul point de comparaison. Je vous parle vraiment de projets et faits concrets, car les chiffres, pour moi, ça veut tout et rien dire à la fois. Il n'y a pas mieux pour moi que les essais réels et l'utilisation qu'on va en faire qui pourra déterminer ce que vaut un produit pour nous. Pour ma part, je le redis, cette machine est juste incroyable, car même avec tous les montages que j'ai pu faire, je n'ai jamais entendu souffler. Les ventilateurs sont plus que silencieux par rapport à ce que j'avais pu entendre ou lire sur différentes reviews. Alors oui, pour avoir de telles performances, il faut bosser avec des bons SSD, par exemple les Samsung T7 ou les Crucial X5, qui sont des excellents SSD et qui ont un excellent débit. Alors pour moi, ce Mac Studio n'a pas du tout vocation à être fait pour le gaming, déjà de par son choix du port HDMI où vous serez cantonné à de la 4K en 60 Hz, ce qui pour un gamer est un cauchemar, mais surtout il n'est pas fait pour le gaming car je pense qu'Apple n'a pas vocation à appeler les gamers sur ses machines. Historiquement, Apple n'a jamais été une marque axée sur le gaming et a toujours été orienté créatif. On a tous cette image de rentrer dans un bureau de designer ou de producteur pour ma part et de voir des Macs dans la pièce. Alors pour moi, oui, ce Mac est fait pour les créatifs qui ne sont pas nomades et qui aimeraient pouvoir travailler de chez eux avec un confort inégalé pour moi. Ce Mac fera tourner sans souci des logiciels comme Lightroom, Photoshop ou d'autres logiciels vidéo comme je vous en ai parlé tout à l'heure comme Premiere Pro, DaVinci. Attention par contre, je n'ai pas essayé de logiciels 3D tels que Blender, mais je pense que pour la 3D, les PC restent en avant grâce au décodage Nvidia. Je pourrais donc pas vous donner mon avis précis sur ce cas car c'est pas du tout ma sphère la 3D. Moi qui suis créatif en créant du contenu pour les réseaux ou en montant et étalonnant de nombreux projets comme je vous ai expliqué, il est pour moi l'ordinateur parfait. J'ai pris la version de base car pour avoir un SSD d'1 Tera me coûtait 230 € supplémentaires pour le mettre dans le Mac. Ça fait cher les 500 Go. À ce prix-là, grâce à des promos que j'ai pu trouver, j'ai pu m'acheter 2 SSD 2 Tera chacun et c'est ce que je vous conseille vraiment de faire. Alors pour le son, je vais rapidement passer sur cette partie car pour moi je la trouve anecdotique tellement le son est mauvais sur ce Mac. Il servira honnêtement uniquement comme haut-parleur d'appoint car le son n'est vraiment pas beau et riche comme sur les MacBooks. C'est dommage aussi de ce côté quand on sait ce qu'Apple est capable de faire en termes de son. Alors pour conclure, je ne vais pas m'attarder plus car je pense que ce test est déjà pas mal long. Mais pour conclure, ce Mac pour moi est une vraie réussite et Apple a réussi à rendre la concurrence presque inexistante avec ce Mac, que ce soit au niveau design, compacité et puissance. Pour avoir de telles performances sur un PC, je pense qu'il faudrait peut-être compter le double du prix de ce Mac Studio qui, rappelons-le, est ici en version basique. Si vous êtes à la recherche d'un nouvel ordinateur et que vous êtes créatif, pour moi ce Mac est fait pour vous. Il est fiable, compact, un beau design, des ports suffisants, même si le HDMI et le lecteur SD ne sont pas ce qui se fait de mieux, il a des performances incroyables, un silence absolu quand vous travaillez, bref, pour moi ce Mac coche toutes les cases de ce que je recherchais. Je regrette absolument pas mon passage du PC à Mac, comme je l'ai dit à ce prix-là, il est difficilement trouvable pour des vidéastes et des photographes de trouver quelque chose d'aussi puissant. Voilà, c'était mon retour d'utilisation sur ce Mac Studio après 3 mois d'utilisation intensive. J'espère que ce test vous a plu, que ce format aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher plein de pouces bleus, à me laisser plein de commentaires et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.